Héloïse, Héloïse, avant que ça démarre, tu veux pas prendre le micro? Honnêtement, j'ai des problèmes avec mon ordi, je pense que ce sera encore pire. D'accord. Si ça fonctionne. Sophie, animateur. Tu nous dis quand c'est bon, Magali. 43 personnes en ligne. Bonjour à tous. On peut y aller peut-être? Oui. Bien. Ah, mais Voilà. Bon, ben, on va démarrer. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Sophie Valex, responsable d'Abiodoc. Et on va faire la présentation à deux avec Héloïse Bugot, qui est aussi d'Abiodoc. Donc, ce webinaire s'inscrit dans le cadre du mois de conférences agricoles bio et qui arrive en fait en remplacement du salon La Terre est notre métier. Donc, il va porter sur les alternatives aux intrants controversés en bio. Donc pour les séries de webinaires organisées donc, par Agrobio 35 et la FRAB Bretagne, plus la FNAB nationale. Donc il y a des partenaires institutionnels que vous pouvez lire, des partenaires financiers et des partenaires techniques. Donc, les webinaires vont se poursuivre encore jusqu'au 16 décembre. Ils ont commencé le 16 novembre. Donc, vous pouvez suivre d'autres webinaires si ça vous dit et vous inscrire sur les suivants. Vous avez le lien vers le site où vous pouvez vous inscrire. Alors, nous, on va démarrer. Alors, il faut préciser qu'au démarrage, il était prévu qu'on le fasse à deux voix avec Didier Andrivon, qui est le représentant un des deux représentants de l'INRA pour ce projet et qui travaille spécifiquement sur le cuivre, sur les pommes de terre. Donc, tout ce qui est la partie plante, donc le cuivre, c'était lui qui devait le traiter. Et donc, il était prêt pour venir faire la présentation au salon La Terre est notre métier. Mais là, en fin d'année, il est trop pris et il n'a pas pu se joindre à nous sur le webinaire. Donc, on n'interviendra pas sur cette partie-là. Par contre, on vous indiquera où seront disponibles les résultats du projet. Et puis, si vous avez des questions spécifiques, on peut toujours essayer de les lui poser par mail. Voilà. Et vous aurez une réponse donc après le webinaire. Donc, ce qu'on va faire pendant cette présentation, on va déjà vous présenter Abiodoc, qui est l'un des membres du projet. On va vous présenter le projet Organique Plus, qui est donc un projet européen pour trouver des alternatives aux intrants controversés. Et puis, on vous présentera les expérimentations et les premiers résultats qui sont obtenus dans le cadre de ce projet. Alors, je précise aussi que donc on va vous présenter des diapositives, des graphiques, des photos qui sont issus de nos partenaires du projet. C'est la première chose, donc je les remercie indirectement par ici. Et puis, ce qu'il faut aussi préciser, c'est que on n'est pas expert de chacun des expérimentations de nos partenaires. On va essayer de faire au mieux. Et n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Donc, moi, je n'ai pas accès puisque je suis en partage d'écran et en PowerPoint, en présentation, en mode présentation, mais Héloïse s'occupera de noter les questions et de vous y répondre ou de les signaler quand on fera des breaks. Donc, Abiodoc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le Centre national de ressources documentaires qui est spécialisé en agriculture biologique. Abiodoc, d'un point de vue statut, c'est un service de Vétagrosup et il est directement missionné par le ministère de l'Agriculture. Ses missions sont la veille, le traitement et la diffusion d'informations en lien avec l'agriculture biologique. On est une équipe de 4,5 personnes, donc 3 de plus que Héloïse et moi, qui est constituée donc de documentalistes et d'ingénieurs agronomes. Abiodoc a été créé en 1993
et son inauguration officielle a eu lieu en 1999. Les outils d'Abiodoc. Je vais utiliser la souris en espérant que vous la voyez. Donc, il faut bien comprendre qu'on a deux sites. On a le premier qui est un site classique, je dirais, où on présente ce qu'est Abiodoc, la documentation, le réseau de l'AB, voilà, pour mieux connaître Abiodoc et mieux avoir accès à ces outils. Donc, ce qui est important sur ce site-là, c'est que vous pouvez vous abonner, donc ce sont tous des abonnements gratuits, à la revue bibliographique mensuelle, le Biopresse, aux brèves, qui sont plutôt, on verra, des compléments des infolettes thématiques, et puis au flux d'actualité, qui est un flux qui est automatique sur des flux RSS de sites, une recherche automatique, des flux RSS de sites ou principalement d'organes de presse. La revue bibliographique Biopresse, c'est une extraction mensuelle de tout ce qu'on a indexé dans notre biobase. Donc, je passe à la biobase. Donc, la biobase, c'est un autre site. C'est un logiciel documentaire et donc qui fonctionne comme un logiciel documentaire. Vous pouvez faire des recherches simples, des recherches multicritères, etc. Vous avez dans cette base de données plus de 40 000 références, aussi bien des références technico-économiques, des témoignages d'agriculteurs. Donc, en type de document, on a des articles, on a des brochures, des fiches techniques, des résultats de recherche, des vidéos, etc. Donc, à partir de cette base de données, donc si vous êtes déjà inscrit au Biopresse, il faut vous recréer un compte. Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous abonner à des infolettes thématiques. Donc, ces infolettes, en fait, sont plutôt pour les gens qui sont spécialisés sur un ou deux thèmes. Par exemple, vache laitière, ou alors arboriculture, ou maraîchage, etc. Ou filière viande, ou filière lait. C'est différent du Biopresse qui balaye toutes les références. Mais si vous êtes abonné au Biopresse et que vous balayez le Biopresse, vous n'avez pas besoin de vous abonner aux infolettes. Et puis, à partir de la base de données Biobase, vous avez aussi des bio-étagères qui sont comme des étagères virtuelles où toutes les informations relatives à un thème sont déjà prélistées. Alors, on a surtout décliné dans le cadre de projets avec le pôle biomassif central et avec l'ITAB, donc sur le volet élevage. Donc vous avez, c'est très décliné sur la partie ruminant. Donc si vous cliquez sur bovin lait, bovin viande, caprin, ovin lait ou ovin viande, vous aurez des sous-thèmes sur références technico-économiques, logement, alimentation, etc. C'est aussi un peu décliné sur les grandes cultures et sur l'éco-construction en lien avec l'atelier paysan. Voilà. Donc, sur la partie Abiodoc, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que Héloïse, il y a des questions dans le chat? Non, pour l'instant, il n'y a pas de questions. D'accord. Donc, s'il n'y a pas de main qui se lève? Non? Enfin, est-ce qu'il y a des possibilités de main qui se lèvent avec ce système? Oui. Bon, ben, je passe à la suite. Si vous voulez, je suppose que tous les micros sont coupés. Je ne sais pas si les gens peuvent l'ouvrir. Magali, tu m'entends? Tu peux continuer, Sophie. Pardon? Je pense que tu peux continuer. OK. Alors maintenant, on va présenter Organic Plus, donc un projet de recherche qui se déroule de mai 2018. Alors théoriquement, c'était avril 2022, mais ça peut être repoussé avec la Covid. Donc Organic Plus, la thématique, c'est de s'orienter vers une diminution, voire une suppression des intrants controversés en Europe. C'est un projet qui a reçu des fonds de l'Union européenne dans le cadre du programme Horizon 2020. Alors, quelle est la définition dans ce projet des intrants controversés en AB? Ce sont des intrants qui sont autorisés en agriculture biologique, mais qui sont controversés en raison de leur impact négatif sur l'environnement, sur l'eau, le sol, l'air, les organismes vivants, le milieu naturel, ou sur le bien-être animal, ou sur la santé humaine. Donc, ce sont des intrants qui continuent à être utilisés à cause d'un manque de solutions alternatives pour des raisons soit techniques,
soit économiques. Les raisons techniques peuvent exister, mais elles sont très chères. Par exemple, le cuivre contre le mildiou, pour la pomme de terre ou la vigne, les antibiotiques et les antiparasitaires en élevage, ou la tourbe utilisée dans les supports de culture comme les pépinières, le maraîchage, etc. Il faut savoir que dans le dernier programme, dans le dernier appel à projet de l'Horizon 2020, il y a eu 2 projets lauréats qui portaient sur les intrants controversés en bio. Donc ça veut dire que la Commission européenne a de l'intérêt pour ce sujet. Et ça veut dire, je pense qu'en tant qu'acteur de l'agriculture biologique, il faut qu'on soit vigilant à améliorer en fait ces intrants et à aller vers leur diminution, voire leur suppression, pour garder une certaine exemplarité de l'agriculture biologique. Et bien sûr, ça ne va pas se faire à n'importe quel prix, il faut que quand même les alternatives soient possibles. Alors, l'objectif affiché d'Organic Plus, c'est d'aider les acteurs de l'agriculture biologique, y compris les décideurs politiques régionaux et nationaux, à rendre les systèmes d'alimentation biologique plus fidèles aux principes de l'agriculture biologique, en diminuant, voire en supprimant les intrants controversés en agriculture et les animaux. La carte de visite du projet, donc je vous ai dit, c'est entre mai 2018 et avril 2022 ou un peu plus. Le coordinateur, c'est le Centre pour l'agroécologie de l'Université de Coventry, en Angleterre, au Royaume-Uni. Il y a 25 partenaires, 10 universités et 15 autres organisations, instituts de recherche, ONG, etc., qui sont situés dans 12 pays, 9 pays de l'Union européenne et 3 pays hors Union européenne. Et il y a 2 partenaires français, l'INRAE et Abiodoc. Alors, les différentes actions du projet, donc on a l'action 1 qui est la coordination, l'action 2 à droite qui est l'impact, donc ce sera à la fois, il y a un volet sur l'avis de la société sur les intrants controversés, il y a bien sûr un gros volet sur la diffusion et la valorisation des résultats, et puis il y a une dernière action, une dernière tâche qui sera sur les propositions aux acteurs, aux décideurs politiques. On a l'action 6, d'abord je vais prendre, l'action 3 qui concerne les plantes, donc les alternatives au cuivre, en pommes de terre et en culture méditerranéenne, et les alternatives aux huiles minérales qui concernent assez peu la France. L'action 4, c'est sur l'élevage, donc les alternatives aux vitamines synthétiques, aux antibiotiques, aux antiparasitaires chimiques et à la paille conventionnelle. Et l'action 5, ce sont sur les alternatives aux effluents d'élevage conventionnels, à la tourbe et au paillage plastique. Et donc, il y a une action 6 qui est qui a pour but de proposer des modèles socio-économiques qui soient acceptables. Donc, pour l'instant, il y a eu des analyses de cycle de vie, sachant que il y a eu quand même des discussions par rapport à ça, vu qu'on sait que l'analyse de cycle de vie ne prend pas tout en compte, notamment la biodiversité et tout ça. Et puis, il y aura des scénarios qui seront proposés. Ça interviendra, l'action 6 interviendra plutôt en fin de projet. Peut-être on a une question. Je t'entends très mal, Héloïse. Je disais qu'on avait une question. Oui. C'est Solène qui demande ce que sont les huiles minérales et à quoi elles servent. Je ne sais pas exactement. En fait, en France, c'est très peu utilisé. J'avais aussi bien, en fait, il y a eu une enquête qui a été faite au niveau des techniciens. Et puis, j'avais retrouvé une enquête qui datait, je crois que c'était Synabio qui l'avait fait. En fait, non. C'était au niveau de l'ITAB que c'était fait. C'était Monique Jonas. Et c'est très, très peu utilisé en France. Alors, je vais voir. Donc, c'est des huiles, je crois, de protection qu'on met sur les plantes pour éviter
que les maladies ou les insectes se posent, mais je ne suis pas du tout spécialiste. On en parle très très peu et nous, on a très peu de références dans notre biobase dessus. Peut-être que si quelqu'un dans l'assistance a plus d'éléments, il peut mettre un petit chat pour pouvoir répondre plus facilement à ça. C'est la seule question, Héloïse? Pour l'instant, oui. Ok. Donc, par rapport aux actions, donc l'INRAE et Abiodoc sont sur toutes les actions générales, l'action 1, l'action 2 et l'action 6. Sachant que sur l'action 2, en fait, c'est surtout Stéphane Belon qui interviendra dans la dernière action pour faire des propositions aux décideurs politiques. Pour l'instant, tout ce qui est valorisation, c'est Abiodoc qui le gère. Et puis, sur les grands thèmes, donc sur les plantes, c'est l'INRAE et uniquement l'INRAE qui y est. Et sur l'élevage et le sol, c'est Abiodoc qui le gère. Voilà. Et sur l'action 6, donc ce sera aussi, je ne sais pas, Stéphane Belon, peut-être Didier Andrivon qui interviendra aussi. Donc le rôle d'Abiodoc dans le projet, c'est à la fois par rapport à la gestion des ressources documentaires. Donc son rôle, c'est de réaliser une veille documentaire sur les alternatives et d'utiliser la veille qui est déjà existante pour proposer des bibliographies. De renforcer la diffusion d'informations sur les alternatives en indexant les documents à la fois du projet et autres documents en lien avec la thématique sous des bases documentaires, donc la biobase pour tous les documents qu'on trouve, organique et print pour les documents pour lesquels on a les droits d'avoir les PDF. Et puis de traduire les livrables du français vers l'anglais ou de l'anglais vers le français. De faire la communication aussi, donc on a fait des brèves, une intervention comme là aujourd'hui, des communiqués de presse. On apporte notre connaissance du contexte bio français pour aider à la rédaction et à la réalisation d'enquêtes en fonction du contexte français. On apporte aussi notre connaissance du secteur de la bio, des acteurs de terrain, qu'à la fois quand il a fallu réaliser les enquêtes de terrain, et puis pour valoriser le projet au-delà de la sphère scientifique. Et comme on est membre d'un établissement d'enseignement supérieur en agronomie et vétérinaire, donc VetAgroSup, on essaye aussi de mobiliser les étudiants pour réaliser des enquêtes, donc ce qu'on a fait avec les étudiants de la licence professionnelle ABCD, agriculture biologique, conseil développement. Voilà, est-ce que sur la partie générale du projet, vous avez des questions, d'autres questions? Et sinon, je passerai aux expérimentations, aux résultats, et en commençant par le volet sol. Alors, on avait une question d'une personne qui s'appelle Yvan, qui demandait si justement, donc on revient sur les huiles minérales, si elles avaient fait l'objet de débats au moment de définir les premiers cahiers des charges de la bio au niveau français ou européen. Donc, je ne sais pas si tu peux apporter des précisions ou non. Non, alors les premiers cahiers… Alors, il ne parlait en fait pas que des substances minérales, il parlait de tous les intrants controversés qu'on a cités jusqu'à présent. Bah, bon, il y a une personne de l'INAO, elle pourra compléter si elle veut. Enfin, j'ai vu qu'il y a une personne de l'INAO dans ceux qui s'étaient inscrits. Disons que les premiers cahiers des charges en fait, français, ça date de très longtemps, hein, puisque ça date des années 60. Et c'était des cahiers des charges privés. Donc, quand il y a eu le premier cahier des charges dans les années 80 et ensuite le premier cahier des charges européen en 91, je suppose que oui, puisque à chaque cahier des charges, il y a des discussions qui se font entre différentes. Mais pour le cahier des charges français, je ne me rappelle pas si elles étaient autorisées, mais le cahier des charges européen, c'est des discussions à 27. Donc, il y a des pays pour lesquels c'est plus important que chez nous. Comme je le dis, hein, ça fait des années que c'est très peu utilisé en France. Donc, mais pour tous les intrants… Ah oui, pardon, j'étais repartie sur les huiles végétales. Sur les intrants controversés, oui, mais par exemple, le cuivre, c'est toujours encore en discussion. Mais pour l'instant, on n'a pas d'alternative
en bio. Certains, par exemple en viticulture, biodynamistes arrivent à s'en passer, mais c'est loin d'être le cas de tout le monde, et puis c'est loin d'être le cas sur toutes les années aussi. Donc après, le plastique, oui, c'est pareil, il y a des expérimentations qui se font, il y a des gens qui essaient de mettre de la paille, mais d'un point de vue à la fois technique ou alors économique avec les plastiques qui sont biodégradables, c'est pas toujours évident, quoi. Donc c'est en discussion et je pense que les gens qui sont dans la bio depuis longtemps sont les plus préoccupés et ont le plus conscience du problème des intrants controversés, mais c'est pas évident techniquement et économiquement, parce que techniquement on peut toujours, hein. Si on a de la force de travail pour plus désherber, si on peut vendre le produit plus cher, mais c'est pas si évident que ça non plus. Il y a des limites aussi au niveau économique. Donc c'est une préoccupation, je crois, des acteurs de la bio depuis très longtemps. Certains arrivent à s'en passer parce qu'ils ont plus d'antériorité, plus de technicité, ou un système qui le permet. Ça, par exemple, si on prend du maraîchage, celui qui vend en diversifié à des consommateurs sur des marchés arrive peut-être plus facilement à gérer des petites quantités et à s'en sortir que celui qui va faire des cultures légumières sur des plus grandes surfaces. Et voilà, il y a des possibilités. C'est vrai qu'il faut travailler et je pense que ça va être de plus en plus important dans l'avenir aussi de travailler à limiter l'utilisation de tous ces intrants. Après, plus il y aura de gens en bio et plus sans doute il y aura moins de problèmes pour certains produits comme la matière organique d'origine conventionnelle. Mais ça ne réglera pas le problème du cuivre et du plastique. Donc, il y a Sandrine Thomas qui a également rappelé que certains intrants sont expertisés par un groupe d'experts, donc le groupe ECTOP. Oui, tout à fait. Je sais que dans la biobase, on a leur rapport, justement. Et on avait une autre question de Bertrand qui demandait depuis quand les lisiers issus d'élevage conventionnel sont autorisés en bio. En fait, les lisiers, j'avoue que c'est dans ce projet que j'ai vu qu'ils étaient autorisés directement. En fait, il y a des pays qui les utilisent directement, mais en fait, en France, les seules utilisations que moi je connaissais, mais peut-être que je ne connais pas tout, hein, c'était dans le cadre de compost. Par exemple, de compost avec un pseudo-industriel en grosse quantité, avec du bois, par exemple, qu'on faisait tremper dans du lisier, et puis ensuite qui était mis en tas, composté. Et là, c'était autorisé, mais en direct sur les terres, j'avoue que je l'ai découvert dans ce projet. Je ne savais même pas que c'était autorisé. Donc, je pense que je sais pas, ça dépend aussi des lectures du cahier des charges. Malgré qu'on ait le même cahier des charges, il y a quand même des lectures différentes des fois d'un pays à l'autre. Je ne sais pas si en France c'est vraiment utilisé. Le purin de bio, oui, ou de porc sur paille, oui, mais le purin. Bon, puis maintenant il y a une définition des élevages hors sol depuis peu de temps qui cadre beaucoup plus en fait ce qu'est. Parce qu'avant c'était interdit pour les élevages hors sol, mais on n'avait pas de définition. Donc maintenant il y a quand même un cadre un peu plus clair, mais voilà. C'est pas pour ça que c'est satisfaisant, même avec ce cadre, l'utilisation de lisiers de porc. Mais tous les lisiers de porc ne sont pas autorisés actuellement, depuis peu. Enfin, disons qu'il y a une disons qu'avant, il n'y avait pas de définition, depuis peu, il y a une définition. Il y a d'autres questions, Héloïse? Non, ça réagit un petit peu, notamment par rapport à la définition d'élevage industriel et le fait que oui, effectivement, on peut toujours utiliser du lisier conventionnel et autres matières organiques issues de l'agriculture conventionnelle. Ok. Mais je pense qu'on peut continuer. Ouais. Merci à ceux qui répondent en même temps dans le chat. Moi, je n'ai pas accès, hein, comme je le disais. Alors, donc, par rapport au sol, il y a eu une enquête auprès d'experts, donc techniciens, principalement des techniciens ou des chercheurs
qui sont experts dans la partie. Donc, c'était nous plus particulièrement sur le maraîchage et l'arbo, mais dans d'autres pays, c'était un peu plus large. Il y a eu des enquêtes sur le blé aussi. Bon, voilà, il y a eu quand même pas mal de cultures qui ont été touchées. Et ce qui ressort, c'est que le plastique et la tourbe sont à peu près autant utilisés en bio qu'en conventionnel. Au niveau des fertilisants, c'est surtout l'utilisation de fumier de volaille conventionnel et de déchets de l'industrie alimentaire, comme la vinasse ou les farines de viande et d'os qui peuvent être utilisées. Donc, notamment dans le cadre d'engrais commerciaux utilisables en agriculture biologique, d'origine végétale et animale, mais c'est très variable là, pour le coup, d'un pays à l'autre. Alors, dans le cadre de ce volet sol, mais pas que, en fait, il y a eu, dans le cadre de ce projet Organique Plus, il y a un travail qui est fait en Allemagne. Donc, c'est un gros extrudeur qui permet, à partir de bois, de branches ou de plaquettes, de fabriquer des fibres. Et ces fibres-là vont être testées dans le cadre du projet, à la fois comme mulch pour les cultures au Royaume-Uni et en Turquie, comme alternative au plastique, comme support de culture en Espagne, en Turquie et en Norvège, comme alternative à la tourbe, et en litière en Italie, comme alternative à la paille conventionnelle, notamment avec des tests sur volailles et bovins. Je précise que la problématique de la tourbe est une problématique qui est très importante dans les pays du nord de aperçu, mais c'est vrai qu'en France, c'est une problématique qu'on a très peu. On a vu rien qu'avec les résultats qui sont dans la base de données, il y en avait très très peu là-dessus. Mais il y avait quand même des choses intéressantes qui se faisaient. Notamment, je crois que c'était, j'ai oublié le nom, la station d'expérimentation Terre Vivante. C'est ça, en Isère. Les différentes fibres de bois utilisées, c'était des fibres qui provenaient d'élagage d'olivier, de peuplier, de sauge, de thym ou d'origan, de biomasse forestière, de copeaux notamment, de sarment de vigne, de houblon, d'argousier, de robinier et de laurier, et même de jonc. Donc, les essais en Allemagne, en fait, le premier volet, c'était des essais sur les fibres obtenues. Donc, pour revoir leur capacité en eau, etc. Donc, ils se sont aperçus effectivement qu'ils avaient plusieurs avantages, comme la rétention d'eau, qu'elles étaient inertes d'un point de vue chimique et qu'elles étaient indemnes de graines d'adventice, contrairement à certains composts. Donc, il y a eu toute une batterie de tests sur le processus de transformation pour trouver les meilleurs réglages pour que les propriétés physiques des matériaux ressemblent le plus possible à ceux de la tourbe. Et notamment en jouant sur la taille des fibres. Et ils se sont aperçus que bon, la tourbe reste quand même le matériau qui retient le plus d'eau, mais des résultats sont intéressants avec des fibres de petite taille. J'ai oublié de préciser, donc ça me paraissait évident, mais que le problème lié à la tourbe, c'est avant tout bien sûr un problème environnemental, vu qu'on enlève de la tourbe d'endroits qui sont très riches au niveau biodiversité. Alors, par rapport aux alternatives à la tourbe, on a des essais en cours en Espagne, donc qui sont des comparaisons de différents supports de culture. Donc, il y a eu 5 matériaux, des composts et des fibres extrudées qui ont été comparés à la tourbe. Des composts de déchets verts, des composts de déchets forestiers, des fibres de peuplier, des fibres de sarment de vigne et du jonc. Donc, ils ont été testés sous serre puis sur une culture de tomates avec un système d'irrigation et sans ajout de fertilisants. Donc, les composts ont obtenu de meilleurs résultats comparés aux matériaux extrudés. Et en fait, on s'est posé une question avec Héloïse, mais on n'a pas eu le temps d'avoir les réponses. En fait, on n'est pas sûr que dans les composts issus de fibres extrudées, ils aient mis des fertilisants. Donc, si c'est le cas, ça nous paraît évident qu'il y ait que ce soit moins riche.
On verra plus tard, il y a un autre test où ils ont rajouté des fertilisants. Mais au niveau support de culture, ça se maintenait pas mal. Donc, les alternatives à la tourbe, il y a des essais qui sont en cours, d'ailleurs en Norvège. Donc, il y a eu une comparaison de plusieurs, parce que ils les font sur plusieurs années, bien sûr, leurs essais. Comparaison de plusieurs matériaux en fonction du temps de compostage. Donc, cet essai a été réalisé sur chou-fleur. O, c'est le témoin, la tourbe, ici et là. Et puis H1, H2, c'est du fumier de cheval. Donc H1, c'est du fumier plus jeune, H2 du fumier plus âgé. Et puis L1, L2, L3, ce sont des composts de feuilles avec des composts plus âgés, enfin le L3 étant plus âgé que L2 et plus âgé que le L1. Donc je ne me rappelle pas qu'on ait eu des réponses par rapport à la raison, mais ça ne me surprend pas trop vu que sur un fumier de cheval assez frais, on va avoir des éléments qui seront assez rapidement minéralisés. Et puis H2, bah, le compost doit être en cours d'humification, donc forcément il y a moins d'éléments. J'imagine que si le compost était encore plus vieux, il y aurait peut-être plus une croissance plus forte des plantes. Et puis là, bah, compost de feuilles, on se doute bien que plus il est avancé, plus il minéralise et plus il y a des feuilles qui poussent. Enfin, plus il y a des éléments minéraux pour que le chou pousse. Alors, en alternative à la tourbe aussi, on a eu des essais en Turquie. Donc, comparaison de supports de culture sur la croissance de plants d'olivier. Donc là, les supports de culture sont à base de tourbe, plus fibres de coco, plus perlite, à base de compost d'effluents d'élevage, de fibres végétales et de sable plus de l'argile vermiculite. Donc, contrairement à la Norvège, ce sont des tests qui sont faits en conditions chaudes et sèches. Donc, les résultats, pour l'instant, ils ont récolté la moitié des plants et ils ont mesuré les croissances avec différents critères. Donc, la hauteur des plants, la longueur des branches, le diamètre des branches principales, les poids des racines fraîches, le poids des racines sèches. Et ils ont regardé le développement des adventices. Donc, les meilleurs résultats ont été obtenus avec les modalités tourbe et compost. Ils ont fertilisé dans un deuxième temps seulement la modalité fibre de bois et les plants d'olivier se sont quand même nettement moins développés. Et comme on dit, s'ils n'ont pas fertilisé, ce n'est pas super surprenant. Donc, sur la partie alternative à la tourbe, j'ai terminé. Il n'y a pas de questions, Héloïse? Non, pour l'instant, il n'y a pas de questions. Okay. Donc, sur les alternatives au plastique, donc, il y a eu des essais au Royaume-Uni et en Turquie. Alors, donc il y a eu des comparaisons de films plastiques biodégradables et puis de mulch végétaux. Donc, dans les films biodégradables, il y a eu des tests sur l'efficacité, l'écotoxicité, la dégradation, donc des microparticules de plastique qui pourraient rester dans le sol, de 6 films biodégradables, dont 3 qui ont été conçus en Pologne. Les 3 autres devaient être du commerce. Et puis, il y a eu des essais sur mulch végétaux, sur l'efficacité de foin, de plaquettes. En fait, l'idée, c'était de prendre du matériel qui était accessible pour les agriculteurs, donc du foin, des plaquettes de bois, du compost de déchets verts, de l'herbe coupée ou du bois extrudé. Donc, tous les résultats ne sont pas disponibles, mais les mulch globalement étaient moins efficaces que les films biodégradables au Royaume-Uni. Donc les mulch ont montré beaucoup d'adventices et notamment du gaillet. Alors par rapport aux films biodégradables, il y a un partenaire en Pologne qui fabrique des films. Donc vous avez en dessous la méthode de fabrication classique en fait de films de plastique, voilà. Et donc eux, ils ont fabriqué des films à 3 couches avec un polymère au centre qui a un temps de dégradation plus court et les 2 couches extérieures qui ont des temps de dégradation plus longs. Et donc, ces films sont faits à base d'amidon de pommes de terre non OGM. Donc, il y a eu un premier type de plastique. Et ils ont fait un deuxième type de plastique en ajoutant 20% de carbonate de calcium à la couche centrale
pour avoir un aspect plus laiteux et baisser la transparence. Ces films ont été testés sur poivrons en Turquie et sur choux au Royaume-Uni. Donc, avec le deuxième qui a du carbonate de calcium à l'intérieur, ça n'a pas suffi, malgré le côté laiteux, à empêcher, donc en Turquie, à empêcher les adventices de se développer. Et au Royaume-Uni, ils ont eu des résultats similaires avec un autre plastique de base qui s'appelle Mipex. Donc, la première année, comme il y a eu des problèmes d'adventice, ils ont fabriqué un autre plastique qui était de couleur noire et qui a été testé en Turquie et au Royaume-Uni. Donc là, les photos viennent de Turquie. Et à la suite des tests de culture, il y a eu des tests en laboratoire en fin de saison sur les échantillons de plastique qui ont été testés. Donc aussi bien le CUT1 et le CUT2, les deux premiers, et puis les autres types de plastique. Et il y a eu aussi des échantillons de sol pour vérifier qu'il n'y avait pas d'accumulation de polluants organiques. Alors, dans la fabrication des plastiques, au départ, ils avaient essayé de mettre du biochar. Le biochar, c'est en fait, c'est une sorte de terre noire un peu, c'est un charbon végétal, mais qui va moins loin que le charbon, hein, donc, qui est obtenu avec de la pyrolyse de bois. Et c'est bon, pour la petite histoire, il me semble que il y a des terres qui contenaient du biochar qui ont été retrouvées sur des terres cultivées par les Incas. Donc c'est quelque chose d'ancien. Et ils ont essayé donc de faire du plastique, non pas que sur des films plastiques, mais aussi sur des supports. Et il y en a pour lesquels ils ont introduit du biochar. Donc, ces bioplastiques servaient à la fois de support et de clip pour les cultures. Donc, ils ont été testés en culture de tomates sous serre, donc avec les supports pour éviter que les branches cassent, et puis des clips. Voilà. Et les premiers résultats par rapport au coût de fabrication, c'est donc, alors j'ai pas traduit le tableau, mais on a ici les supports biodégradables et ici des supports classiques en polyéthylène. Donc le coût pour les supports biodégradables est entre 28 et 38 euros. Donc si on compare au coût des polyéthylènes classiques, c'est 21 euros. Mais l'avantage de ces produits biodégradables, c'est qu'ils peuvent être enlevés avec les supports de culture et mis en mulch. En compost. Alors que les autres ne peuvent pas être mis en compost avec les supports de culture. Donc, ils doivent être collectés, nettoyés, désinfectés pour pouvoir être utilisés ensuite. Donc, le temps de dégradation de ces supports, donc au bout d'un an, il y avait 90% du matériel qui avait été dégradé dans leurs essais et au bout de 2 ans, il n'y avait plus de traces du matériel biodégradable. Bien sûr, ça dépend des conditions environnementales. Et par contre, pour les polyéthylènes, on estime entre 100 et 1000 ans pour dégrader ce support. Voilà, donc sinon, il y a eu des alternatives aussi aux effluents d'élevage conventionnels. Donc, il y a différents essais qui sont en cours, des fertilisants à base de matière organique végétale, de granulés de trèfle, des déchets alimentaires en Allemagne et au Royaume-Uni, des déchets alimentaires compostés au Danemark, des extraits organiques d'origine marine, donc algues, arêtes de poisson en Norvège, et puis d'autres types de matériaux comme du lactosérum de tofu, de la poudre de corne ou du digestat de biogaz. Alors, tous ces essais sont en cours. Donc, pour l'essai de Norvège, par exemple, il y a eu un essai, donc ils sont plus, bien sûr, c'est la Norvège, donc c'est plus à base de produits de la mer. Donc, il y a eu un essai au champ avec de l'avoine et du mélange de graminées de trèfle. Donc, on a le témoin, le mélange fertilisé avec des arêtes de poisson et puis le mélange fertilisé avec des fibres d'algues. Les résultats montrent, alors comme on le voyait précédemment,
on s'aperçoit qu'avec les arêtes de poisson, on a une meilleure croissance qu'avec les fibres d'algues ou le témoin. Et c'est confirmé par les chiffres, vu que les rendements ici sont en kilos par hectare, donc sont de 2700 kilos par, enfin 27 tonnes, 27 quintaux, pardon, pour le témoin. Et puis, on s'aperçoit qu'avec les fibres d'algues, en fait, on le voit aussi là, on est inférieur. Et là, ils ont fait des études de composition et ils pensent qu'il y a un problème d'arsenic. Donc après, avec les engrais verts, on est à 37 quintaux. Avec les arêtes de poisson et les fibres d'algues, on est à 43 quintaux et on est à 47 quintaux avec les arêtes de poisson. D'autres essais ont été conduits aussi sur la question des résidus de pesticides, en se disant est-ce que ça pose un problème pour des fertilisants agréés pour la production bio. Et notamment, il y avait un cas concret avec des problèmes qui se sont posés. Et ils ont fait des études en fait pour voir si c'était pas lié à la clopyralide, qui est un herbicide qui est utilisé en betterave sucrière. Donc il y a eu des essais en fait qui se retrouvent dans les vinasses et qui se retrouvent dans les fertilisants liquides commerciaux qui utilisent de la vinasse de betterave sucrière non bio. Donc il y a des essais qui sont en cours sur pois et tomates pour voir si dans les fertilisants liquides commerciaux utilisés, on peut avoir ce genre de problème lié à la clopyralide. Voilà, donc j'ai fini pour la partie sol. Donc, il faut savoir, évidemment, je vous ai dit que je ne parlais pas du volet plantes, mais il y a les deux work packages sont très très proches et il y a eu plusieurs dernièrement, là, à l'automne, il y a eu un séminaire qui rassemblait les deux work packages, puisque forcément, quand on parle du sol, on parle vite des plantes, et quand on parle des plantes, on s'intéresse aussi au sol. Mais donc, moi, j'ai séparé ce qui était sur la partie sol, sachant que je n'ai pas tout mis, parce qu'il y a énormément d'essais qui sont faits. J'ai mis les principaux ou ceux pour lesquels j'avais le plus de résultats. Voilà, est-ce qu'il y a des questions ? Alors oui, on a quelques questions, notamment sur les clips biodégradables. Donc, quand je parle, Sophie, ça fait un écho dans ton micro. On faudra qu'on le coupe après quand ce sera à moi de parler. Donc, sur les clips biodégradables, pour savoir s'ils se sont dégradés en moins de 2 ans dans des conditions de compostage à la ferme ou en conditions de compostage industriel. Voilà, donc savoir les conditions de compostage et surtout s'ils ont tenu jusqu'à la fin de la culture. Donc, culture de tomates. Oui, je n'ai pas les réponses. Je n'ai pas les réponses. Par contre, comme ils étaient testés en serre, je suppose qu'ils ont été quand même testés au niveau dégradation en serre. Mais je pense que pour affirmer 80... Alors, je reviens sur ma diapo parce qu'il y avait farmers.pl. Le premier donne des conditions, donne le lien en fait. Vous avez en dessous le lien dans lequel, moi, je pense pas que là avec la copie j'ai accès, mais je pense qu'il y a peut-être eu les deux, mais on répondra. Est-ce que c'est une personne précise qui a? Je pense que on enverra un mail à la personne qui l'a posé si son nom est explicite, c'est-à-dire que si on peut retrouver dans la liste qu'on a son mail, sinon si elle peut nous le donner. Et puis je pense qu'on verra avec Agrobio 35, on proposera peut-être une réponse aux questions quand on aura testé avec nos collègues. Donc c'était, donc les conditions environnementales, il est bien possible qu'il y ait eu les deux. Et est-ce qu'ils ont tenu jusqu'au bout? Ça, on n'a pas eu de remarques disant que ça avait posé un problème. Donc, je serais tentée de dire oui. Mais on répondra après, quoi. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et il y avait une autre question donc, sur les digestats de biogaz. Donc, c'était pour savoir si tu pensais que des règles seront établies sur l'origine des intrants à apporter pour alimenter justement les usines de méthanisation.
avec une autre petite remarque en disant bah, sinon, en fait, on revient un petit peu au point de départ. Alors, je ne sais pas exactement le sens de la question parce qu'il y a deux sens. Le premier qui serait qu'est-ce qu'on met dans les dans les méthaniseurs? Est-ce qu'on met des cultures qu'on peut manger avec comme du maïs avec la concurrence feed food, voilà. Donc avec la concurrence de l'alimentation humaine ou de l'alimentation des animaux. Si c'est ça la question, je pense que ce serait bien en bio quand même de s'interroger là-dessus. Et après, pour les digestats de autres, est-ce que ce sera des cultures, est-ce qu'il faudra à un moment donné des cultures bio ou de l'herbe pas trop fait, enfin, est-ce qu'il y aura un regard sur le, les traitements qui auront été faits sur les cultures qui sont mis dans les méthaniseurs. Est-ce que, aussi, si ça vient d'industrie agroalimentaire, bah oui, il faudra se poser la question parce qu'on va retomber sur les problèmes avec la vinasse et tout ça, quoi. Donc, alors si c'est en plus des digestats qui viennent de méthaniseurs issus de stations d'épuration, ou de déchets de ménage ou d'industrie, en fait. Hein. Ça va être encore, encore une autre question. Pour l'instant, c'est interdit en bio, mais voilà, je ne sais pas comment ça va évoluer, mais c'est sûr qu'il faut se poser enfin, la question va se poser parce que s'il y a de plus en plus de digestats, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'il faut mettre sur les terres bio ou pas, qu'est-ce qu'il faut mettre sur les terres en général. Après, même si c'est des digestats, ça peut être aussi des tri au démarrage pour éviter, bah, c'est comme les composts, quoi, éviter les composts de déchets verts, éviter les plastiques et tout ça, quoi. Donc, bah, c'est assez complexe, hein, en fait, tout est relié, hein, on retombe après sur la question de l'énergie. Qu'est-ce qu'on veut comme énergie, comment diminuer nos besoins en énergie, etc., quoi. Donc, on ne peut pas non plus tout refuser. Qu'est-ce qu'on accepte? C'est des questions qui se posent en permanence dans la bio. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Il y a d'autres questions, Héloïse? Alors oui, donc c'est une question on va dire un peu systémique qui résume beaucoup de choses. C'est quelles seraient les alternatives susceptibles d'être adoptées le plus rapidement par les producteurs, donc en termes de coûts, notamment de surcoût, de faisabilité et de disponibilité. Par rapport au projet Organique Plus, je suppose. En fait, ouais, c'est pas marqué, si. J'imagine que c'est par rapport à tout ce dont tu viens de présenter, oui. Alors, je dirais que là, c'est quelque chose qui n'a pas été du tout discuté, puisque ça va l'être à la fois dans l'action 2.7, donc dans le volet impact, qui n'a pas démarré, et que ça il sera aussi dans le volet 6, qui a très peu démarré. Donc, c'est des choses qui vont se poser en fin de projet. Comme ça, là, je dirais que mais les plastiques, par exemple, je n'ai pas les coûts aujourd'hui de fabrication et de comparaison. Donc, c'est un peu compliqué. Peut-être que les supports biodégradables peuvent être un élément qui sera assez vite adopté. Je me dis que j'aimerais en discuter d'ailleurs, je pense qu'il faudra en discuter avec les collègues européens. Mais la partie fibre de bois, j'ai l'impression qu'elle n'a pas été vraiment creusée par rapport à la fertilisation associée. Donc, si on la compare toujours avec une tourbe qui, elle, est fertilisée ou bien du compost, fatalement, elle donne de pas bons résultats. Mais ce serait vraiment à tester, peut-être creuser par rapport à ça. Et puis, bah, les mulches, j'ai pas les détails non plus, mais je me dis que, par exemple, les fibres de bois, si on met, alors peut-être en mettant une quantité supérieure à ce qui a été mis, sachant qu'après, il y a quand même un problème, j'imagine, de transport, parce que pour l'instant, l'extrudeur, il est en Allemagne. Il faudrait qu'il y ait des essais en Allemagne, en fait,
pour en mettre des grosses quantités. Et puis après, il y a des risques de fin d'azote. Donc, il y a des essais qui sont à creuser aussi. Ça fait un peu comme le BRF, hein, le bois raméal fragmenté. Donc voilà, enfin, je suis en train de réfléchir à ce qu'il y a par rapport à… Mais c'est difficile de répondre aujourd'hui, hein, parce que franchement, on n'a pas les études économiques à part pour les supports. Là, on manque de données, quoi. On manque de données, puis je manque de données aussi parce que normalement, on se réunit une fois par an. Donc, il y a bien sûr les présentations, puis après, il y a les discussions en off qui permettent de creuser un peu, sachant que cette année, ça a été un webinaire d'une journée de 9-10 heures en anglais et on n'a pas le temps de tout creuser du tout et qu'on ne s'est pas rencontré du tout cette année, quoi. Depuis qu'on a les résultats des vraiment, enfin, donc ça manque en fait pour creuser. Moi, ça me manque. Voilà. J'espère qu'on pourra se rencontrer avant la fin du projet, quoi. Et puis, bon, de toute façon, ça sera dans le cadre, comme je disais, des 2 autres actions qui n'ont pas vraiment démarré ou très peu. Il y a d'autres questions, Héloïse? Oui, donc il y avait justement un commentaire par rapport au bilan carbone, notamment des films biodégradables. Donc, entre la culture de pommes de terre, l'extraction de l'amidon, la fabrication du film, voilà, à se demander justement si ça valait le coup de mettre en place de tels films. Oui. Bon, on ne nous a pas demandé notre avis de toute façon pour le tester, mais ce qui est très intéressant, moi, ce qui m'intéresse dans ce webinaire aussi, c'est que toutes les questions que vous posez, je pense, Magali, qu'on pourra les récupérer, en fait, de toute façon, enfin, qu'on pourra récupérer les questions du webinaire et on en fera un papier qu'on diffusera à nos collègues, à la fois sur vos interrogations, sur vos questions, et à la fois sur les questions très précises, mais à la fois sur les questions un peu plus globales. Parce que c'est un petit peu un problème, on en a parlé avec Stéphane Belon suite au webinaire d'avril, là, et on a un peu le sentiment, en fait, que des fois, il y a un manque d'approche globale par rapport à nos collègues qui sont un peu focalisés sur leurs experts à eux, quoi. Donc, ce sera très bien, en fait, qu'on renvoie leurs questions. Voilà. Il y avait donc une autre remarque aussi sur le fait que c'était important d'adapter l'itinéraire technique quand des paillages organiques, notamment en faisant un désherbage mécanique avant la pose du mulch. Oui. Je n'ai pas les détails aujourd'hui et on n'a pas eu, il n'y a eu que des résultats comme ça à l'oral. On n'a pas eu de document, je ne crois pas, hein, Héloïse, de document où il décrivait vraiment dans le détail ce qui était fait, quoi. Mais peut-être que c'est intéressant aussi de relever ça, peut-être qu'au niveau itinéraire technique, il y aurait des améliorations à faire, quoi. C'est bon? Pour l'instant, il n'y a pas d'autres commentaires ni d'autres questions. Alors, je ne sais pas comment on gère toutes les deux, parce que maintenant, je vais passer la main à Héloïse, qui va aborder la partie production, enfin le volet élevage. Mais du coup, si moi, je garde le PowerPoint, je n'ai pas les questions. Donc, je ne pourrais pas les gérer pour toi. Je pourrais regarder à la fin Ouais. les questions. Magali, peut-être que tu pourrais, je ne sais pas si tu nous entends, peut-être que toi, tu pourras aussi relever les questions si toi, tu as accès. Bon, ton micro n'est pas allumé, je ne sais pas si tu essaies de parler. Mais bon, on fera comme on peut. Hein. Donc, moi, je passe les diapos au fur et à mesure et puis quand tu me dis, Héloïse. Oui, ça évitera les bugs de changer de personne. Pas de souci. Donc là, on va passer au volet élevage. Alors tout d'abord, des états des lieux ont été réalisés donc, sur les intrants controversés. Donc, un état des lieux, on va dire plutôt sur la bibliographie déjà existante et sur les études scientifiques qui avaient déjà été réalisées. Elles ont permis de trouver des alternatives donc, déjà identifiées à des vitamines de synthèse, à des traitements allopathiques et notamment donc, des antibiotiques,
et à des antiparasitaires chimiques. Donc, tout ceci a été synthétisé sous forme de fiches qui sont accessibles sur le site internet d'Organic Plus. Il y a également eu une étude bibliométrique qui a été réalisée. Alors, oui, restez sur cette diapo, merci Sophie. Donc, il y a également eu une étude bibliométrique qui a été réalisée sur donc les articles scientifiques dans des revues à comité de lecture qui ont été publiés en Europe afin de voir un petit peu si on parlait d'intrants controversés et des effets que ça pouvait avoir sur l'agriculture biologique. Et il en est ressorti donc pour l'instant qu'il y avait 0 étude qui mentionnait ces intrants controversés et les effets que ceux-ci pouvaient avoir. Donc ça permettait aussi de bien justifier ce projet. Donc là, c'était pour le volet un petit peu scientifique. Il y a également eu une enquête qui a été menée dans les élevages européens afin de quantifier leur utilisation de ces intrants, puisque en fait, on manquait tout simplement d'informations sur l'utilisation concrète de vitamines de synthèse, d'antibiotiques, d'antiparasitaires chimiques et de matériaux de litière conventionnels, donc comme par exemple acheter de la paille conventionnelle. Cette enquête a été réalisée dans 11 pays européens, donc via un questionnaire en ligne. Et en France, donc à Biodoc, nous avons été chargés à la fois de la traduction, de la diffusion et également on a apporté quelques petites améliorations au questionnaire, sachant que tout ce que l'on a proposé n'a pas forcément pu être pris en compte, tout simplement parce que le questionnaire avait déjà été diffusé dans d'autres pays européens. Donc, en France, on a eu 135 éleveurs qui ont répondu à ce questionnaire, principalement basés dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc c'est là où nous avions le plus de contacts, mais globalement, ils sont quand même répartis sur toute la France, comme vous pouvez le voir sur la petite carte en bas. Donc, on va passer à la diapositive suivante. Donc, alors. J'étais en train de voir que j'avais accès en fait aux questions-réponses et aux discussions. Mais sur l'écran de droite. Donc voilà. Alors, moi, je suis toujours à la même diapositive pour l'instant. Est-ce que tu peux passer à la diapositive suivante? Oui, c'est bon. Voilà, donc pour décrire un petit peu les fermes qui ont répondu. Donc, ce sont principalement des élevages qui ont été récemment convertis au bio, puisque 50% d'entre eux le sont depuis moins de 5 ans. Ce sont quand même de petites exploitations. La SAU moyenne est tout de même de 90 hectares, mais on a 42% de ces exploitations qui ont une SAU inférieure à 50 hectares. Et ce sont quand même principalement des élevages spécialisés, car ils avaient entre 1 ou 2 ateliers, 1 ou 2 espèces animales. Et il s'agit majoritairement d'élevage bovin, puisque 52 d'entre elles avaient un atelier bovin viande, 37 bovins lait, 30 ovins, 25 porcins, 22 caprins, 19 en poules pondeuses, 13 équidés et 10 en volailles de chair. Donc, on va passer à la diapo suivante. Il y a un délai entre mon ordi et... Aucun souci. Alors, l'objectif aussi, donc, pour savoir un petit peu notamment leur utilisation d'antibiotiques, enfin même de traitements allopathiques, ce qu'on appelle aussi traitement conventionnel, l'objectif c'était d'identifier leurs problèmes de santé, les problèmes de santé qu'ils rencontraient le plus dans leurs élevages. Donc, ce qui est majoritairement ressorti, c'était des problèmes de parasitisme intestinaux.
On a également beaucoup de boiteries, des problèmes de mammites qui sont relativement importants au vu du nombre d'élevages laitiers qui ont répondu. En fait, tous les élevages laitiers avaient des problèmes de mammites. Également aussi des problèmes de maladies respiratoires, de ce qu'on appelait maladies intestinales, des problèmes de reproduction et également des problèmes cutanés, maladies de peau. Donc ça nous a permis d'identifier un petit peu ce qui était le plus souvent rencontré. Et on leur a également demandé combien de traitements antibiotiques ils administraient en moyenne par animal et par an, donc à l'échelle de leur cheptel. 37% d'entre eux ont quand même indiqué qu'ils n'administraient en moyenne aucun antibiotique par animal. Mets-toi plus près du micro. Très bien. Donc 37% d'entre eux ont indiqué qu'ils n'administraient aucun traitement et 51 d'entre eux ont indiqué qu'ils administraient moins de 1 traitement antibiotique par animal par an. Donc en fait, on a 90% des éleveurs, grosso modo, qui utilisent moins d'un traitement antibiotique par animal. Donc ce qui est relativement peu, notamment comparé aux élevages conventionnels. Ce qu'on a cherché aussi à identifier, donc là, cette diapositive, elle concerne les 3 principales maladies rencontrées, donc à savoir le parasitisme intestinal, les boiteries et les mammites. C'était de savoir quel type de traitement ils utilisaient à l'échelle de leur cheptel contre cette pathologie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le questionnaire, ils n'ont pas fait la distinction entre phytothérapie et aromathérapie. Donc, on ne peut pas savoir exactement quelle est la part d'utilisation d'huile essentielle. Tout est regroupé sous phytothérapie. Ce qu'on peut voir, c'est que pour les parasites internes, 38% des éleveurs utilisent quasiment que de la phytothérapie. D'autres utilisent des traitements conventionnels à hauteur de 31%. Et 17% utilisent à la fois de la phytothérapie et des traitements conventionnels. Alors, ce qu'il faut bien noter, ça ne veut pas dire qu'ils utilisent forcément ces 2 types de traitements en même temps, ni sur le même animal. C'est à l'échelle de leur troupeau. Comment vous gérez ce problème-là? Voilà, si on se penche sur le cas des boiteries, donc c'est les traitements conventionnels qui sont le plus majoritairement utilisés, suivis de la phytothérapie à hauteur de 20%, puis ensuite de la phytothérapie plus de l'homéopathie. Et pour les mammites, donc ce sont également les traitements conventionnels qui ressortent le plus, suivi de l'association phytothérapie plus traitement conventionnel, puis de l'homéopathie. Et donc, il y a une large part, alors moi, c'est coupé sur mon écran, mais il y a une large part à 28% en orange qui est autre traitement, c'est-à-dire qu'il y avait plein de combinaisons de traitements que les éleveurs utilisaient. Et donc, toutes ces combinaisons représentaient de trop petits pourcentages pour qu'on puisse les représenter sur le graphique. Voilà, on va aller à la diapositive suivante. Donc, ce qui est globalement ressorti, c'est que la phytothérapie, qui ici, dans le cadre de cette étude, inclut également l'aromathérapie, et les traitements allopathiques sont le plus utilisés par les éleveurs biologiques. L'homéopathie est également beaucoup utilisée, mais souvent, elle n'est jamais citée seule pour résoudre un problème à l'échelle de son cheptel. Elle est souvent utilisée en compagnie d'autres types de traitements. Et les probiotiques pour tous les problèmes, notamment les diarrhées ou autres, ont très peu été mentionnés. En revanche, les éleveurs arrivent quand même assez facilement à trouver des informations sur ces médecines complémentaires. Donc, si on regarde le graphique qui est en bas à gauche,
vous avez une échelle de 1 à 7, 1 étant le plus facile et 7 étant difficile. Et en fait, on a demandé aux éleveurs de noter la facilité à trouver des renseignements sur des alternatives aux antiparasitaires, des alternatives aux antibiotiques, des alternatives aux vitamines de synthèse, des alternatives à la paille conventionnelle, donc à la litière conventionnelle, et également la facilité à trouver des informations sur la réglementation qui encadre ces alternatives. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'en moyenne, tous les résultats moyens se situent entre 3 et 4. Donc 4 étant la neutralité, c'est-à-dire pas difficile, pas facile. On tend un petit peu vers la facilité, c'est-à-dire qu'ils trouvent quand même des informations, mais on voit qu'il y a une large marge de progrès possible pour qu'ils puissent plus facilement accéder à de l'information sur des alternatives. Et on s'est également intéressé à l'endroit où ils récupéraient ces informations, donc leur principale source d'information. Et en priorité, ils vont demander à d'autres éleveurs. Donc 88 éleveurs enquêtés sur les 135 vont demander à d'autres éleveurs. Également à leurs vétérinaires. Donc 61% d'entre eux demandaient à leurs vétérinaires. À des consultants indépendants. Et il y avait également une part non négligeable qui regardait des informations sur Internet, qui allait voir, qui avait des informations lors de réunions spécialisées ou via leurs coopératives, associations d'éleveurs, magazines et journaux, et un petit peu moins lors de formations. Ce qu'on entend, c'est formation dans le cadre de la formation continue ou à l'école. Voilà, donc ça, c'était pour faire un petit peu l'état des lieux de l'élevage, enfin de l'utilisation des intrants litigieux en France, dans les élevages français. Et il faut savoir que tous ces résultats-là sont en train d'être mis en perspective avec les résultats obtenus dans d'autres pays européens. Mais pour l'instant, la synthèse n'est pas encore disponible. Donc, outre cette enquête, il y a également des essais qui sont soit prévus, soit en cours. Donc, il y a notamment des essais sur des alternatives aux vitamines de synthèse, donc avec une analyse chimique et des tests in vitro sur des extraits végétaux. Pas de souci. Il y a également donc, des alternatives sur des traitements allopathiques avec des tests sur des animaux qui vont aller jusqu'à évaluer les performances animales, voir s'il y a des impacts sur ces performances, et également jusqu'aux produits finis, sur la qualité des produits animaux. Donc je vais vous en citer quelques-uns. Par exemple, sur les ovins, donc ils vont tester des extraits d'écorce contre la coccidiose. Sur des bovins laits, ils vont tester des antioxydants alternatifs et immunostimulateurs d'origine végétale. Donc, eux, ils ont pour objectif d'améliorer un peu la santé globale du troupeau, notamment en améliorant la productivité, la fertilité et l'état de santé. Et sur les truies, il va y avoir des essais sur des substituts au zinc contre la diarrhée, en utilisation du P-phénol et des algues. Voilà. Donc, on a fini avec le volet élevage. Je ne sais pas si vous avez des questions. Comme ça, j'en vois aucune là dans le chat et ni dans le question-réponse. J'ai pas vu de question, non. D'accord. Donc, si quelqu'un veut en mettre, mais... Il y avait juste une question par rapport à un éleveur, enfin une remarque, en disant un éleveur enquêté en région Bretagne que c'était peu. Et j'ai répondu que
on a fait passer notre questionnaire dans les réseaux et on a pris ceux qui voulaient bien répondre, sachant qu'on a eu des contacts directs avec des éleveurs en Auvergne-Rhône-Alpes et c'est pour ça aussi qu'on a eu plus de réponses. Voilà. Oui. Je viens de regarder l'heure. Donc, du coup, est-ce qu'on avance parce qu'on n'est pas vraiment… Pour le coup, on est un petit peu en retard sur notre programme. Non, mais ça va. De toute façon, il n'y a pas de questions, donc tu peux y aller. Hein. Attends, je regarde parce qu'il faut que… Alors, si, est-ce que Non, vous il n'y a pas de pouvez… questions. Vas-y, continue. D'accord. Il y a une question par rapport à la réglementation. La différence entre la réglementation concernant les antibiotiques entre le conventionnel et le bio. Ah, mais à moins que je… Ah oui, d'accord. Eh ben, elle vient que de s'afficher chez moi. Est-ce que tu souhaites répondre ou est-ce que tu veux que Attends, je est-ce que réponde? vous pouvez rappeler la différence de réglementation concernant les antibiotiques entre conventionnel et bio? Eh ben, de mes souvenirs, hein, mais je laisserai Anne-Egelin compléter si je me trompe. De mes souvenirs, en antibiotiques, donc actuellement, on a le droit à 3 traitements hors des 3 traitements conventionnels par animal par an, sachant que les antiparasitaires n'en font plus partie. Donc, c'est la limite. Et ensuite, le temps d'attente après la consommation d'un animal ou du produit d'un animal, donc le lait par exemple, après un traitement antibiotique ou un autre traitement, c'est le double de la limite. Et pour ceux où il n'y a pas de limite, je crois qu'il y a une limite quand même. Mais voilà. Enfin, en tout cas, c'est le double de ce qui est de l'interdiction d'utiliser les produits par rapport au conventionnel. Et il y a une limite en termes d'utilisation. Après, ça dépend aussi de l'âge de l'animal. Si c'est sur des animaux de 3 mois ou des choses comme ça, il y a des limites à chaque fois. Traitement antibio en AB, 3 traitements si prescription vétérinaire hors antiparasitaire. Oui, ben c'est ça, c'est ce que je disais. Donc, ok. Ben, il n'y a pas d'autres questions. Ou alors à moins qu'elles ne soient pas arrivées, mais… Ah, attends, si, il y en a une dans questions-réponses. Anne Egelin qui confirme, enfin qui complète délai d'attente minimal en bio, même pour les produits sans délai. Voilà, c'est ça, c'est 48 heures. Merci Anne. Ok, bah écoute, continue, puis on finit, puis s'il y a d'autres questions, on y reviendra une fois que tu auras fini tes dernières diapos. Oui, pas de souci. Tu préfères que je réteigne mon micro, c'est ça? Je pense que ça fait moins d'interférences, oui. Voilà, donc maintenant, on va continuer et passer au volet impact. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup d'études qui sont réalisées dans ce volet, qui sont en cours. Mais on a choisi de vous présenter quelques résultats sur une étude consommateur. Donc, on va passer à la diapositive suivante. Voilà, donc c'est une étude qui a été réalisée auprès de consommateurs de différents pays européens, donc à savoir la Norvège, la France, le Royaume-Uni, l'Espagne, la Pologne, l'Italie et l'Allemagne. Il y a eu plus de 2000 répondants dans chacun de ces pays. Au total, on approche de 16 000 consommateurs enquêtés et qui ont répondu en entier au questionnaire, puisque sinon, si on s'intéresse qu'à certaines questions, il y a encore plus de consommateurs enquêtés. Et cette étude avait donc 2 objectifs. Premièrement, de mieux comprendre la perception des consommateurs vis-à-vis des produits biologiques et de mieux cerner leurs attentes vis-à-vis de ces produits. Et deuxièmement, cerner la préoccupation des consommateurs européens concernant l'utilisation des intrants controversés que l'on a cités avant, là, tout au long du webinaire. On a plusieurs résultats marquants qui sont ressortis donc, de ce questionnaire. Tout d'abord, des différences au niveau de la consommation d'aliments bio et notamment de la fréquence. Les consommateurs italiens et français ont déclaré manger le plus fréquemment des produits bio,
Et au contraire, au Royaume-Uni, il y a eu un nombre très élevé de personnes qui déclaraient ne jamais manger de produits bio. Voilà, donc déjà des habitudes, des différences, pardon, au niveau de la consommation. On a également détecté des différences au niveau des circuits de distribution et surtout de la manière dont les consommateurs s'approvisionnaient en produits bio. Donc en Norvège et au Royaume-Uni, ce sont plutôt dans des circuits non spécialisés, donc dans des supermarchés. Alors qu'à l'inverse, en Italie, en Espagne et en Pologne, ce sont plutôt des circuits alternatifs, donc de la vente directe, des magasins de producteurs, des marchés. Et en France et en Allemagne, on observe une belle mixité de canaux d'approvisionnement, donc aussi bien circuit court que circuit long. Au niveau des attentes vis-à-vis des produits biologiques, il y a un consensus généralisé qui a été observé vis-à-vis de la nécessité à réduire les antibiotiques pour l'élevage biologique et la nécessité de réduire les emballages plastiques autour des produits biologiques. Ensuite, il y a eu des attentes plus spécifiques à chaque pays et l'une des attentes, donc au sein de ces attentes spécifiques, l'une des plus fortes concernait la France et l'Italie, qui prônaient des produits de saison, des produits biologiques de saison et un approvisionnement local, ce qui ne ressortait pas forcément dans les autres pays. Et si on s'intéresse aux intrants controversés, donc en Italie, en Pologne, en Espagne et en France, les consommateurs ont quand même indiqué l'importance de renforcer la réglementation, donc notamment vis-à-vis de l'utilisation d'antibiotiques, de cuivre et de plastique, plutôt plastique côté emballage plastique et non pour la production. Alors qu'au Royaume-Uni et en Norvège, tout ceci n'est vraiment pas ressorti. Les consommateurs ne se sont pas positionnés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas dit qu'ils voulaient justement un renforcement de la réglementation ou au contraire que la réglementation ne change pas. Mais par contre, il y avait une forte proportion de personnes qui ne se sont pas positionnées, qui étaient sans opinion. Donc, cette enquête a bien permis de faire ressortir des différences entre les pays, que ce soit au niveau de la fréquence de consommation d'aliments biologiques, au niveau de l'approvisionnement, des attentes et de la perception des intrants controversés. Voilà. Alors, il n'y a pas de questions. Est-ce que vous avez des questions Parce qu'on arrive du coup si. à la toute fin de la présentation. Oui, je vais passer. Donc. Voilà. Et pour l'instant, il y a plus de questions et il n'y a ni sur les questions-réponses ni sur la discussion. J'attends un petit peu, ça peut venir. Bon, tous les documents sont disponibles sur le site Organic Plus, toutes les livrables qui ont été rédigés. Donc pour l'instant, on est à mi-parcours. Donc il y a encore des résultats à confirmer ou à vérifier, des choses qui vont arriver. Donc on n'a pas tous les résultats. Peut-être que dans 2 ans, on pourra recommencer avec les résultats plus complets à voir. Et puis, de toute façon, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller sur le site Organic Plus. Si vous ne trouvez pas les documents, vous pouvez nous demander de l'aide aussi. Et puis, vous avez aussi un certain nombre de livrables qui sont sur la biobase, donc plus facile à récupérer parce qu'il y a déjà une traduction du titre, un résumé traduit en français et puis l'accès direct vers le document. Donc voilà, vous pouvez regarder à ces 2 niveaux, mais on n'a pas forcément mis toute la richesse qui existe
dans le projet, il y a certains documents qu'on a, enfin on a gardé les plus pertinents, ce qu'on a jugé les plus pertinents pour notre base de données. Voilà, et puis un certain nombre d'entre vous a déjà dû voir passer certains résultats aussi dans le Biopresse ou les infolettes thématiques. Donc, la question alors une remarque de Anne ou une question. La question des attentes des consommateurs est problématique car elle peut sous-tendre une attente des consos sur une obligation de résultat et pas de moyens. C'est exact et ce qui était un peu compliqué, en fait, quand ils ont fait cette enquête, on est pas mal intervenu parce qu'à un moment donné, la question c'était du genre le cuivre pose des problèmes, il existe des alternatives, trouvez-vous que ça devrait être interdit en bio? Donc on leur a dit comme ça, c'est débile en fait, ils vont dire bah oui, s'il y a des alternatives, pourquoi on l'autorise toujours? Donc on leur a expliqué que non, c'était vraiment pas possible de la poser comme ça, il fallait dire qu'il y avait des alternatives mais que ça fonctionnait pas toujours et voilà. Donc et après c'est vrai que c'est-à-dire que quand tu dis une obligation de résultat et pas de moyens, l'utilisation du plastique, on est dans les deux, quoi. Est-ce que l'interdiction du plastique serait une autorisation de moyens ou de résultats? Je ne sais pas trop. Mais c'est vrai que les consommateurs, globalement, on leur dit ça pose un problème, ils disent oui, il faut plus qu'il y en ait. Ils ne se rendent pas forcément compte des difficultés que ça impose en face ou des conséquences en prix à payer pour eux qui ne sont pas prêts par ailleurs à payer, quoi. Donc, c'est toutes ces choses-là qui sont effectivement à discuter, quoi. Je ne sais pas si ça répond à ce que tu mets en avant, mais c'est compliqué en fait puisque vous ne pouvez pas parler. Ok, bon ça va. Est-ce qu'il y a alors attends, quelle suite après 2022 du projet Organique Plus? Alors là justement, c'est une bonne question. Il y a certains membres du projet dont nous d'ailleurs, qui sont en train de voir pour monter un autre projet pour l'appel à projet là qui se termine fin janvier, qui s'appellerait, donc là le projet qu'on nous propose, ce sera un projet qui s'appelle Zéro Pollution et qui serait un projet pour limiter les pollutions, mais aussi bien en conventionnel qu'en bio. La bio étant plutôt là un moyen de trouver des éléments de réponse pour l'ensemble de l'agriculture. Donc, nous, on s'est positionné, pour l'instant, il n'y a rien de fait, mais on s'est positionné pour en faire partie, plus sur des aspects de compilation bibliographique. Et peut-être que le GRAB, moi j'ai proposé qu'il soit avec nous, et là, on a une réunion en fait à 14 h avec le GRAB pour discuter de tout ça. Mais bon, voilà, je ne sais pas si je devais en parler parce que c'est vraiment tout nouveau, rien n'est fait du tout. Mais ce serait ça, je pense que il y a des choses des résultats qui seront peut-être acquis, et puis il y a des choses qu'il va encore falloir tester. Tout ce qu'on a mis en avant sur, par exemple, les mulches, peut-être revoir les itinéraires techniques. Après, bon voilà. Après, il y a des gens qui font des tests comme les extraits de bois, là, de fibres de bois, comme le plastique, et après qui souhaitent que ce soit testé à droite à gauche. Donc, c'est un peu compliqué pour nous qui ne sommes pas trop dedans de voir comment se montent les projets, en fait, qui sont parfois un peu une somme de volonté de tester différentes choses. Enfin, voilà, c'est un peu différent, c'est un peu particulier quand il y a plein de gens comme ça dans différents pays avec plein de situations différentes. Mais l'avantage aussi, c'est de pouvoir tester des choses avec des conditions vraiment très, très différentes. Faites-vous un lien, alors donc il y a un commentaire, mais vous le voyez tous, je pense, voilà, et faites-vous un lien entre une confiance du consommateur qui diminue dans le label AB et l'utilisation d'intrants controversés en AB. Je pense que c'est pas forcément comme ça. En fait, je dirais que la confiance du consommateur, c'est que à la fois la bio devient
change d'échelle, eh bien, elle reste plus dans sa petite niche bien tranquille. Du coup, elle devient gênante pour certains. Du coup, il y a beaucoup plus d'attaques et de questions qui se posent. Donc, c'est un. Deux, de fait, on met à ce moment-là en lumière des choses qui étaient peut-être qui pouvaient poser des soucis, mais les bio en avaient conscience, mais pas forcément tous les consommateurs. Trois, le changement d'échelle fait aussi qu'on a peut-être des gens qui utilisent le cahier des charges plus à la limite que les bio d'origine, on va dire, enfin, dont la plupart étaient plus intégrés peut-être dans les réseaux et voilà, avaient plus, enfin, peut-être que l'éthique était plus forte, je ne sais pas, ou en tout cas, elle le devenait au fur et à mesure. Là, on a eu quand même beaucoup de conversions, donc beaucoup de gens nouvellement convertis, ça peut jouer. Et puis, après, il y a les questions qui se posent sur toute l'agriculture, des choses dont on ne parlait pas trop en bio, des consommateurs qui ne savaient pas trop comment ça marchait. Et voilà, des questions même liées à l'abattage des animaux, par exemple, ou au départ d'animaux dans le circuit conventionnel. C'est des choses dont on ne parle pas là, qui sont problématiques et qui se voient plus avec le changement d'échelle et puis peut-être avec le type d'exploitation. Ouais. Mais je pense pas, enfin ça dépend après quel intrant controversé. Le cuivre fait débat depuis très longtemps et ça fait très longtemps que les bio essaient de voir comment ça va s'en passer ou comment le diminuer, pardon, et d'ailleurs il est diminué, même dans la réglementation générale. Après, bon, ouais, comme Anne faisait remarquer que la paille conventionnelle, c'est pas forcément très grave. Oui, c'est vrai que c'est moins grave que le cuivre, c'est sûr. Hein. Voilà. Et après, ben, les essais en bio sont pas, les recherches en bio n'ont pas été si nombreuses que ça. Hein. On a l'impression quand on y est des fois, mais ça ne représente pas des choses énormes par rapport à toutes les recherches qui avaient lieu. Donc maintenant, ça commence à augmenter. Et puis, avec, on va dire, le verdissement de l'agriculture générale, il y a des essais qui peuvent servir aussi au bio. Mais après, les résultats ne sont pas toujours pareils si c'est fait dans un contexte bio conventionnel, parce que les équilibres ne sont pas forcément les mêmes. Donc, c'est assez complexe. Après, bon, voilà. Moi, c'est ce que je peux dire, je pense, par rapport à la confiance. Après, la confiance du consommateur, c'est Thomas Schmitt, là, je ne sais pas ce que c'est le CDP. Est-ce qu'elle diminue vraiment? C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de questions qui se posent. Enfin, il y a des questions qui se posent, mais dans l'état actuel, le cahier des charges et les contrôles bio sont quand même. Enfin, l'agriculture bio reste l'agriculture la plus contrôlée qui existe et avec un cahier des charges le plus sévère. Donc, je ne sais pas s'il y a vraiment des études qui montrent que cette confiance diminue. Mais je pense que c'est tout autour, par contre. Les articles critiques et tout ça sont beaucoup plus forts qu'avant. Enfin, c'est mon sentiment, en tout cas. Je ne sais pas s'il y a d'autres avis. De toute façon, il est midi. Donc, il faut poursuivre cet effort pour la crédibilité de la bio, tout à fait d'accord. Donc, une remarque de Bertrand Carreau. Je vous propose d'arrêter. Et de toute façon, donc, vous avez les coordonnées d'Abiodoc. Héloïse et moi, on reste ouvertes si vous avez des questions, des remarques ou des choses que vous voulez faire passer à nos collègues du projet. Donc, il me reste à vous remercier tous pour votre attention, pour votre participation. Et puis, ben, j'espère vous retrouver vers la fin du projet avec plus d'informations. Et je vous souhaite un bon appétit à tous. Voilà, au revoir. Au revoir. Je sors peut-être du... Je regarde s'il n'y a pas une autre question. Ah mince, il y avait encore des questions. Il me semble que Santé publique a fait une étude qui montrait la méfiance vis-à-vis du label bio, comme du marketing, notamment vis-à-vis de la population éloignée. Ah oui, ok, je comprends. D'accord. Moi, je n'ai pas répondu à la dernière question.